Merci beaucoup, Pierre-Michel. D'abord, je veux te remercier pour l'invitation aujourd'hui. J'ai suivi depuis plusieurs années les travaux de plusieurs des conférenciers et je suis ravie d'avoir l'occasion de me mettre au jour, de savoir comment leurs travaux progressent. Et je remercie aussi Michel pour m'avoir invité à passer le mois ici. La conférence que je vais présenter demain concerne justement mes travaux sur l'évaluation. Alors, je fais un peu aujourd'hui une division du travail entre ce que je présente demain et les thèmes spécifiques à la conférence aujourd'hui. Et j'ai donc décidé de préparer quelque chose qui a comme point de départ la sociologie du travail. Et plutôt que de faire une sociologie des marchés du travail, je me sers de travaux précédents sur comment est-ce qu'on développe une sociologie culturelle du travail. Alors, vous allez comprendre ce que je veux dire dans quelques minutes. Alors, mon plan, si vous voulez, c'est ceci. Je vais commencer par vous résumer rapidement certains des points principaux du livre How Professors Think, que Pierre-Michel vient de mentionner, et quelques articles que j'ai publiés dans les années qui ont suivi sur l'évaluation par les pairs en France, en Chine, en Espagne, dont le but était un peu de comparer les conditions d'évaluation par les pairs aux États-Unis avec d'autres types de marchés universitaires. Ensuite, je vais résumer rapidement un article que j'ai publié dans Annual Review of Sociology en 2012 qui allait au-delà de l'étude de cas des comités d'attribution de bourses que j'avais étudié dans How Professors Think pour essayer d'analyser quel serait un programme de recherche généralisé sur l'évaluation. Et troisièmement, je vais un peu essayer d'ouvrir la problématique de façon plus large en comparant un peu qu'est-ce que la sociologie du travail aux États-Unis, quelles ont été les questions centrales. J'ai écrit avec des doctorants un article où on démontre comment cette sociologie a été assez aveugle aux questions culturelles, et on a écrit un article qui propose une alternative. Et je vais me servir de cet article-là pour décrire des outils d'analyse dont on peut servir pour élargir la problématique. Des outils d'analyse tels les concepts de répertoire, de frontières symboliques et de cadrage. Et je conclurai avec quelques exemples comment est-ce qu'on peut approcher l'analyse comparée de l'évaluation dans le monde universitaire en parlant un peu d'un projet qui concerne l'évaluation dans la gestion, les consultants en gestion et ceux qui font de l'évaluation de livres de littérature et qui publient leurs comptes rendus dans The New Yorker, The New York Review of Books, etc. Alors, d'où mon titre de How Professors Think, une sociologie plus générale de l'évaluation, qui, je pense, complémente assez bien la perspective offerte par Christine et Gaëlle, qui est une perspective beaucoup plus macro. Ma perspective en tant que sociologue culturel, c'est vraiment d'offrir une phénoménologie de l'évaluation qui prend comme point de départ comment est-ce que ceux qui évaluent se justifient à eux-mêmes ce qu'ils font, quel est le sens du soi qui doit être mobilisé dans les opérations d'évaluation, comment est-ce que les universitaires, dans ce cas-ci, je veux dire évidemment les academics dans le sens américain, tous les universitaires qui participent en tant que chercheurs, en tant que profs, dans l'évaluation des travaux des autres. Ça, c'est les questions qui étaient au centre de How Professors Think, qui étaient basées sur une analyse en profondeur de 5 compétitions pour la distribution de fonds de recherche dans le contexte des sciences sociales et humaines aux États-Unis. On avait une Society of Fellows dans une Ivy League University, le Social Science Research Council, l'American Council for Learned Societies, qui sont tous des compétitions nationales très prestigieuses. Et j'ai interviewé et j'ai été capable d'observer des panels où les délibérations finales concernant l'attribution des fonds avaient lieu. Et j'ai conduit à peu près 80 interviews avec des individus qui participaient au processus. Et les questions qui guidaient l'interview
Au début, le livre s'appelait Cream Rising parce que j'ai très vite découvert que la majorité des gens qui participaient au processus percevaient le processus comme un processus qui marchait bien, malgré ses limitations. Alors la question, j'en étais venue à reformuler ma question pour examiner spécifiquement quand le processus ne fonctionne pas de façon appropriée, quels sont les types d'actions qui créent ces dysfonctionnalités? Alors, quels sont les comportements de ceux qui trichent, de ceux qui ne respectent pas les règles, etc. Alors, au centre du livre, il y avait cette notion de règles coutumières que les évaluateurs n'apprennent jamais, mais qui découvrent au fur et à mesure de leur socialisation dans le monde de la recherche. Alors, c'est des règles, par exemple, la règle de ce qu'on appelle le pluralisme méthodologique, c'est-à-dire si on évalue une demande de subvention pour un projet quantitatif, on ne sert pas nécessairement des mêmes critères d'évaluation que pour un projet qualitatif. La règle, ce que j'ai appelé differing to expertise, le fait que si on a un panel multidisciplinaire et il y a une demande de subvention en philosophie, le philosophe qui est autour de la table va avoir pas nécessairement le dernier mot, mais on va donner un peu plus de poids à son évaluation. Et le livre aussi faisait une analyse très inductive. Le projet au complet est très inductif concernant la signification attachée, par exemple, à l'originalité ou à l'importance. Comment est-ce qu'on évalue l'importance des questions, l'importance sociale et aussi l'importance intellectuelle. Alors, le but est vraiment d'ouvrir de façon assez détaillée quelles sont les différences entre disciplines avec l'accent a été mis sur philosophie, littérature, histoire, anthropologie, sciences politiques, économie, alors allant des plus humanistes aux plus scientifiques des disciplines sous considération. Et une des questions les plus, je pense, originales dans le livre, c'était vraiment d'analyser quelle sorte de soi est nécessaire pour que ce type d'évaluation-là fonctionne. Et comment est-ce que ce soi universitaire est mis en place dans la formation à travers les études graduées dans le contexte américain. Alors, l'approche est quand même très différente de la sociologie mertonienne qui a demeuré pendant longtemps l'approche principale à l'évaluation par les pairs, qui est que plutôt que de dire que les facteurs non cognitifs sont un facteur qui corrompt le processus d'évaluation. Un des leitmotifs du livre, c'est de dire que l'évaluation par les pairs est par définition un phénomène qui est très émotionnel et interpersonnel et interactionnel, et que si on essaye d'enlever ces dimensions du processus, on ne comprend pas du tout ce qui se passe. Alors, dans ce cas-là, c'est une question de voir comment est-ce que les gens qui sont autour d'une table, quels sont les outils, quels sont les types d'arguments qui mobilisent pour pouvoir se convaincre les uns les autres que l'interprétation d'une demande de subvention qui est en train d'être discutée, que leur interprétation est la meilleure. Alors, c'est une approche beaucoup plus interactive que l'approche mertonienne qui, évidemment, était normative. Alors, après que le livre soit sorti, je suis venue passer 2010-2011 ici à Paris et Valérie Pécresse était encore en train de se débattre. Il y avait énormément de résistance à l'évaluation par les pairs. Les syndicats étaient mobilisés. Et très souvent, quand je parlais de mon livre, tout de suite, le mot néolibéralisme apparaissait. Et c'est devenu tout à fait apparent pour moi que le sujet que j'avais choisi dans un contexte américain où l'évaluation par les pairs n'est pas du tout un sujet de conflit social, les gens prennent largement pour acquis le fait que c'est un aspect extrêmement institutionnalisé du travail des universitaires. Quand j'en parlais dans le contexte américain, dans le contexte français, la réception était absolument complètement différente. C'est un objet qui est énormément contesté. Alors, c'est le contexte dans lequel j'en suis venue à écrire plusieurs petits articles qui sont des analyses de cas où je compare le type de soi, d'identité qui est nécessaire pour l'évaluation par les pairs dans le contexte américain et dans d'autres contextes nationaux. Alors, ici, vous voyez sur cette diapositive certains articles que j'ai produits dans ce contexte-là. Le premier, c'est un de quelques articles qu'on a produits comparant
les conditions françaises en France et les conditions aux États-Unis. Le deuxième, c'est une comparaison avec les panels qui sont organisés par North Face, qui est une association internationale qui est organisée conjointement par des organismes publics d'évaluation de la recherche dans les pays scandinaves, dans plusieurs pays européens plutôt. Le troisième concerne la Chine. Un des arguments clés du livre, c'était que la délibération démocratique est centrale au processus d'évaluation par les pairs dans le contexte américain. C'est vraiment le même modèle où, en principe, les gens qui sont assemblés autour de la table ont une voix égale. C'est un processus de délibération qui est guidé par la raison et non pas par des arguments d'autorité. C'est pas parce qu'on enseigne à Stanford qu'on va dire « I teach at Stanford, therefore I'm right ». Il faut vraiment être capable d'élaborer des arguments qui se tiennent. Alors, qu'est-ce qui se passe dans un contexte chinois où les membres des comités sont aussi membres du parti et où il n'y a pas une culture délibérative ou une culture démocratique hautement institutionnalisée? Alors, c'est la question qu'on posait dans ce troisième article. Et le dernier est paru dans le contexte d'un débat publié dans un journal espagnol sur la crise de l'évaluation, dans le contexte des universités espagnoles, où là aussi, il y a peu de foi dans la valeur de l'évaluation par des pairs, mais pour des raisons assez différentes de ce qu'on retrouve en France, où moi, mon analyse dans le contexte français, c'est que les syndicats menaient une contre-attaque assez organisée, alors que dans le contexte espagnol, il y a des questions de centre et périphérie, etc., qui jouent beaucoup. Alors, en même temps que ces différents articles paraissaient, on m'avait invité à écrire un article pour Annual Review of Sociology, je m'excuse, c'est pas très clair, qui est une revue, un annuel, un volume annuel, et qui me donnait l'occasion de faire un grand tour d'horizon des travaux qui existent en sociologie de l'évaluation. Mais ici, on parle non seulement de l'évaluation dans le monde universitaire, mais aussi dans le domaine artistique, dans le domaine de la science. Alors, ça m'a permis de créer un peu un pont entre les différentes littératures françaises qui concernent ces sujets, les travaux de Bourdieu, Boltanski et Thévenot, Latour et d'autres, ainsi que les travaux aux États-Unis de deux domaines de recherche qui ont été en croissance époustouflante au cours des 20 dernières années, la sociologie culturelle, qui est le domaine dans lequel Pierre, Michel Maguère et moi travaillons, mais aussi la sociologie économique, aussi un domaine dans lequel Pierre-Michel travaille, qui sont tous des domaines où les questions d'évaluation sont cruciales. Mais sauf c'est aussi des domaines où les gens n'ont pas nécessairement réfléchi de façon très systématique à l'évaluation comme processus culturel et processus social. Alors ça, c'était un peu le nouveau défi que je me donnais. Essayer de comprendre de façon très détaillée comment est-ce que ces processus fonctionnent. Et de cet article est sorti une espèce d'agenda de recherche pour les développements futurs autour de ces questions. Et ce sont des questions, l'agenda que j'ai proposé, qui s'inspirait un peu de ce que j'avais fait dans How Professors Think, c'était justement l'analyse des règles coutumières, c'est-à-dire quand les gens trichent, qu'est-ce qu'ils font? Par exemple, la notion dans l'évaluation par les pairs qu'il ne faut pas défendre ses propres étudiants. Si on défend ses propres étudiants d'une façon non universaliste, on est perçu comme trichant. Ça, c'est dans le contexte américain. Je sais que les règles varient d'endroit en endroit. Les différentes méthodes de comparaison, rating versus ranking, quels sont les critères d'évaluation. Je vous ai donné tout à l'heure le cas de l'originalité qui peut être défini de façon très différente, le self-concept de l'évaluateur, le rôle des supports humains et non humains, ainsi que la façon dont la légitimité de l'évaluation est produite. Alors, dans tous les cas, ce sont des questions qui touchent très spécifiquement aux dimensions culturelles des cadres d'évaluation. Alors, c'est pour ça que je décris un peu ce que je propose comme une phénoménologie des pratiques évaluatoires. Alors, ça, c'est un peu où j'en étais avant que Pierre-Michel m'invite à participer aujourd'hui. Alors, j'ai décidé de me poser des questions, d'élaborer aujourd'hui une présentation qui aurait à voir un peu, essayer de faire le pont entre ces publications
Et de quelle façon est-ce qu'on pourrait développer une sociologie comparée des modes d'évaluation qui seraient un peu plus ancrés en sociologie du travail? Évidemment, la tradition française en sociologie du travail est bien reconnue et personnellement, je ne la connais pas très bien. Alors, je m'inspire surtout de ce qui s'est fait aux États-Unis. Alors, ce que je vais faire, c'est m'inspirer d'un article qu'on a publié il y a... Je vais le trouver, celui-ci, il y a quelques années, où on revisitait la littérature américaine en sociologie du travail, qui est une littérature très structurelle et très inspirée du marxisme. Et on se posait la question de savoir quelles sont les questions pour lesquelles la sociologie culturelle a maintenant des outils et quelles sont ces questions qui sont maintenant, qui ne font pas vraiment partie du canon de la sociologie du travail américaine. Il y a des gens qui travaillent maintenant à développer ces analyses, à développer des ponts entre la sociologie culturelle et la sociologie du travail américaine, mais au moment où notre article est paru, ça a émergé tout juste. Alors ici, je vous donne un peu une liste des questions qui sont typiquement posées dans cette littérature-là. Alors, ce n'est pas que la notion de culture est absente. Par exemple, dans E.P. Thompson, certainement qui a écrit un classique sur les classes ouvrières britanniques, The Making of the British Working Class. Pardon? Oui. La question de la résistance est centrale, ou Paul Lewis, Learning to Labor. Mais en général, les questions qui se posaient étaient prédéfinies par les cadres d'analyse marxiste. Alors, la question de la résistance, par exemple, était toujours centrale, consensus and dissent, the meaning of work activities. Alors là, je vous ai mis le nom d'un certain nombre d'auteurs qui sont centraux à cette tradition. Certains sont américains, d'autres sont européens. Probablement que ceux d'entre vous qui ne sont pas sociologues, vous vous dites que ça n'a aucun intérêt, mais je le mets là quand même pour les sociologues qui sont ici. Ça, c'est aussi une description d'autres parties de cette littérature qui vous montre un peu quels sont le type de questions qui se posaient alors que cette sociologie du travail évoluait. Mais au cours des dernières années, il y a des nouvelles directions qui sont beaucoup plus orientées vers une analyse serrée du monde symbolique qui est habité par les travailleurs et comment est-ce que les questions de... comment est-ce qu'ils comprennent le monde dans lequel ils vivent. Alors, j'ai mis ici le nom de certains des auteurs qui travaillent dans cette perspective et je vais revisiter maintenant certains des outils analytiques qui ont été développés au cours des dernières années, qui ont été vraiment au centre de beaucoup de développements en sociologie culturelle, mais aussi en sociologie des mouvements sociaux, sociologie politique, sociologie économique. C'est des outils analytiques de base de la sociologie qui peuvent être vraiment transposés d'un domaine de recherche à l'autre. Et c'est des outils qui ont été créés qui font vraiment partie maintenant de la boîte à outils de sociologues contemporains. Alors, le premier concept, le concept de frame, cadrage en français, nous vient de Goffman. Et ce concept essaye de capturer l'hétérogénéité des modes de compréhension avec lesquels les gens perçoivent leur activité, leur environnement, les lois, les types de tabous, les règles qui les entourent. Et si on transpose cette notion au monde universitaire qui nous concerne aujourd'hui, une des questions qu'on peut se poser, et que j'ai posée dans mon livre, c'est de savoir quels sont les cadres à travers lesquels les gens comprennent un type d'évaluation comme étant légitime. Et comment est-ce que ces modes de perception de la légitimité d'évaluation peut faciliter ou non une mobilisation politique autour de l'évaluation par les pairs, tel qu'on le voit dans le contexte français et tel qu'on ne le voit pas du tout dans le contexte américain. Le contraste ne pourrait pas être plus évident.
OK? Alors ça, c'est un exemple. Je vais rapidement passer sur les 4 concepts pour vous montrer le genre de questions qu'on pourrait poser. Ces 4 concepts sont souvent utilisés de façon conjointe. Ils ne sont pas nécessairement exclusifs les uns des autres. C'est vraiment une boîte à outils sur lesquels les gens puisent pour développer leur projet de recherche. Et ici, je ne me réfère pas nécessairement à des projets spécifiques, mais plutôt... Bon, certaines des recherches sont en cours ou certaines, c'est plutôt des questions que quelqu'un pourrait poser. Alors, un deuxième concept qui est devenu extrêmement important, qui est d'ailleurs aussi très important ici, compte tenu de l'influence des travaux de Paul Ricoeur, c'est le concept de narration qui nous aide à comprendre quelles sont les histoires que les gens développent eux-mêmes pour s'expliquer leur action à eux-mêmes. Alors, différents types, ici j'ai mis quelques définitions, différents types de discours, d'idéologies qui contribuent à la constitution des groupes. Alors, les gens produisent des narratifs qui donnent une histoire à leur pays, à leur groupe, à leur identité collective. Alors, on pourrait dire, par exemple, le monde universitaire français, au cours des 20 dernières années, c'est développer un narratif collectif de déclin constant et d'abandon par l'État et de crise de statut et de crise identitaire et blablabla, et de conditions de travail qui sont constamment menacées, etc. Okay? Alors ça serait un exemple. Transposé au monde universitaire. Alors ici, un peu les questions que j'ai déjà élaborées. Comment est-ce que les gens maintiennent la croyance dans la valeur de l'évaluation? Pourquoi est-ce qu'on fait l'évaluation par les pairs? Quelles sont les alternatives? Alors, aux États-Unis, une des conceptions prédominantes, c'est de dire c'est pas un mécanisme parfait, mais c'est le meilleur qu'on ait. Alors, c'est pour ça qu'on continue à le faire. Et tant qu'on ne trouve pas d'alternative, c'est ce qu'on va continuer à faire. Et ensuite, comment est-ce que les gens qui le font mal, comment est-ce qu'on explique? Alors, souvent, c'est un manque de professionnalisme. Alors, c'est l'individu qui est trouvé coupable, ce n'est pas le système. OK? Ensuite, le contexte de frontières symboliques, c'est une question de faire des distinctions conceptuelles entre type de personne, type d'objet, type de pratique, et qui souvent implique une hiérarchie morale entre les groupes. Et quand on transpose ça au monde universitaire, quand j'analyse les interviews, mon livre était basé sur 80 interviews en profondeur, il y a des distinctions morales qui sont faites sans arrêt entre, par exemple, les bons chercheurs qui ont de l'originalité parce qu'ils ne sont pas paresseux, parce qu'ils ne sont pas conformistes. Alors, il y a une dimension morale très forte qu'on retrouve dans le discours qui est fait sur l'originalité. Et en fait, j'ai publié dans American Sociological Review un article intitulé What is Originality in the Social Sciences and the Humanities? No, in the Humanities, qui montre à quel point le discours sur l'originalité est un discours de moralité qui a à voir avec le courage et la conformité. Okay? Alors, ce n'est pas simplement des critères cognitifs, c'est vraiment beaucoup des critères moraux aussi. Et finalement, le contexte de répertoire, qui est un contexte qui, c'est vraiment un contexte qui concerne les toolkits, la boîte à outils dont les gens peuvent se servir pour interpréter leur environnement, et qui est très différent. Tous ces contextes sont opposés au contexte de values ou beliefs, qui étaient des contextes qui étaient associés à une approche fonctionnaliste. Où, dans l'approche fonctionnaliste de la culture, on fait tous partie d'une espèce de soupe culturelle dans laquelle on est socialisé et il y a des valeurs qu'on vient à partager. Mais c'est pas, alors que ce concept de répertoire, c'est plutôt qu'il y a différentes boîtes à outils auxquelles on peut avoir accès et sur lesquelles on puise pour interpréter la réalité dans laquelle on vit.
Alors, par exemple, dans l'approche des répertoires, on ne dirait pas la culture française est X, la culture des Noirs américains, la culture des pauvres. Ce n'est pas que les groupes ont des cultures, c'est plutôt qu'il y a des outils culturels qui sont plus ou moins disponibles à travers des contextes pour interpréter notre environnement. Alors ça, pour les non-sociologues, ça peut sembler être un point assez marginal et pas très important, mais en fait, ça a d'énormes importance. Au niveau, par exemple, de blâmer les pauvres pour leur pauvreté, etc. C'est un argument qui a à voir avec essentialisme ou explication sociologique. Comment est-ce que les dispositions sociales sont produites socialement plutôt que de venir de la disposition naturelle des gens. Alors, si on transpose, par exemple, le répertoire de la méritocratie est absolument central à la façon dont les universitaires américains réfléchissent sur l'évaluation. Et notez bien qu'en vous disant tout ça, je ne dis pas qu'ils ont raison. Je dis c'est le répertoire prédominant à travers lequel les universitaires comprennent leur expérience. Et alors ici, je compare un peu les différences entre les répertoires qui me semblent prédominer dans le contexte français et dans le contexte américain. Dans le contexte français, les syndicats utilisent le répertoire de la solidarité, qui est tout à fait absent dans le contexte du monde universitaire américain. Personne ne parle jamais de solidarité, ça n'existe pas. Alors qu'ici, ça demeure très, très disponible, facilement disponible. C'est présent dans les assemblées départementales, c'est présent dans le discours produit par les syndicats, exactement, etc. Ce qui veut dire que dans le monde universitaire français, ce discours de solidarité va pouvoir nourrir des stratégies d'action politique. Ici, je me sers des travaux de Nona Mayer, et il n'y a pas l'équivalent dans le contexte américain. OK? Alors ça vous donne un peu une idée du genre de questions que ce type d'outil nous permet, de type de questions que ces outils nous permettent de poser, qui sont vraiment des questions complémentaires à celles que Christine et Gaël posaient plus tôt. Mais si on veut une sociologie du monde universitaire, du monde de la recherche plus exhaustive, ma position, ce serait de dire qu'il faut couvrir toutes ces bases, ce qui n'est pas évident, mais idéalement, c'est ce qu'on ferait. Et maintenant, pour parler un peu, ici, je résume quelques questions qui sont suggérées par les types d'outils que je viens de vous décrire. Alors, les réactions, d'abord, il faut penser que le néolibéralisme existe. J'avais donné, avant de venir ici en 2010, j'avais donné peut-être 30 présentations sur How Professors Think dans beaucoup de départements partout aux États-Unis. Et la question de la relation entre la culture du peer review et le néolibéralisme n'avait jamais été posée. Littéralement jamais. Alors, c'est seulement venant ici qu'on m'a dit, mais c'est une forme de néolibéralisme. Alors, c'est pour vous dire que ces questions quels sont les défis actuels que les universitaires rencontrent sont posés de façon radicalement différente d'un univers à l'autre. Mais par contre, ce n'est pas qu'il n'y a pas de crise du marché universitaire aux États-Unis. Évidemment, il y en a une. Mais ce n'est pas réfléchi de la même façon et ce n'est pas expliqué de la même façon. OK. Alors, j'ai presque terminé. Je vais terminer en vous parlant un petit peu d'un projet de recherche que je vais décrire demain, qui prend comme point de départ How Professors Think, mais pour élargir l'analyse dans des contextes différents. Alors, avec deux postdocs, y compris un chercheur du Centre de sociologie de l'innovation ici, Alaric Bourgoin, qui avait travaillé avec Michel Callon, on se pose la question à savoir qu'est-ce qui se passe si on compare trois cas qui sont très différents les uns des autres. Le cas que moi j'ai étudié, peer reviewers. Le cas des fiction reviewers, les gens qui écrivent des comptes rendus pour New Yorker, New York Review of Books, et les consultants en gestion. Trois groupes de travail, occupations professionnelles. Trois professions, c'est ça? Mais ce n'est pas vraiment des professions dans le sens où les fiction reviewers, typiquement, c'est des profs d'anglais ou c'est des creative writers. Ils ne vont pas définir leur profession comme « I'm a book reviewer ». Personne ne fait ça à temps plein. Personne ne se définit non plus comme peer reviewer. On est des profs
qui donne notre temps pour faire ça. Ça fait partie de nos responsabilités, alors que Consultant Management, c'est une profession. Et on a décidé de comparer ces trois professions sur plusieurs dimensions, qui sont les caractéristiques de l'agent. Alors, quel type de sélection existe? Alors, pour pouvoir faire participer à un comité d'évaluation par les pairs, il faut avoir publié, il faut avoir établi une réputation comme bon chercheur dans son domaine. Il faut avoir démontré qu'on a la capacité morale de faire ça, c'est-à-dire qu'on ne va pas tout simplement se servir du contexte pour pousser ses propres poulains. Et je m'excuse ici, il y a un peu une superposition. Alors, la question le sens caché, comment est-ce qu'on est sélectionné dans la catégorie, c'est une des questions. La question du type d'objet qui est en train d'être évalué. Est-ce que c'est un objet? Comment on définit les comparances? Avec quoi est-ce qu'on va comparer? Alors, quand on est engagé dans un processus d'évaluation par les pairs, on commence peut-être avec 400 demandes de subvention, on réduit ça à 30, et ensuite, on les arrange en sous-catégories avec lesquelles on compare. Alors, il y a vraiment la question de qui sont les points de comparaison. Il y a beaucoup de façons de définir quel est le groupe de comparaison. Alors, ça varie aussi selon le type d'objet qui est en train d'être comparé. Et ensuite, il y a la question de l'audience. Alors, est-ce qu'on est payé pour faire l'évaluation? Le cas des management consultants. Est-ce qu'on évalue pour un public non différencié, le cas des fiction reviewers, quoique les non-fiction reviewers, ils font aussi une évaluation pour leur propre pairs. Quand James Wood publie dans le New York Review of Books, il se demande qu'est-ce que les autres reviewers qui ont une grande réputation vont penser de ce qu'ils écrivent. Alors, ils ont une communauté symbolique, un ideal reader comme point de référence, et finalement, les peer reviewers essayent de convaincre les autres autour de la table qu'ils ont raison. Il n'y a pas de processus par lequel on va leur demander de justifier leur choix. Alors, on est en train d'élaborer cette analyse pour essayer de comprendre comment est-ce que ces variations au niveau de l'objet, de l'agent et de l'audience influencent le type de convention ou de règles coutumières qui prévalent d'un contexte à l'autre. Et tout ça, c'est pour reconnecter avec les questions générales que j'avais soulevées dans l'article de 2012 sur comment est-ce qu'on développe une sociologie cumulative de l'évaluation. C'est un domaine de recherche sur lequel il y a beaucoup de gens qui travaillent. Pierre Michel vient d'enseigner un cours là-dessus l'année dernière. Juste ici, en France, il y a au moins 5 grands sociologues qui travaillent maintenant sur les questions d'évaluation. Mais c'est un domaine aussi où il a été très, très, très difficile de faire une sociologie plus cumulative. Alors moi, je pousse l'accumulation, pas parce que je suis une positiviste, mais parce que je pense que c'est important d'essayer de progresser de façon un peu plus additive. Alors c'est pour ça qu'on a décidé de comparer ces 3 cas. Le troisième auteur est Philippa Chung, qui est sortie de l'Université de Toronto et qui est une étudiante de Sean Bauman, et ils ont un très bon groupe là, qui travaille sur des questions comme ceux-là. Alors, où en suis-je maintenant? La dernière de mes 4 présentations mardi, dans 3 semaines, va être sur l'analyse des processus sociaux, des processus culturels, et comment est-ce que les processus culturels contribuent à la production de l'inégalité. Alors là, on essaye de penser, si vous pensez au sujet qui intéresse les sociologues, vous retournez à Marx, vous retournez à Weber, les grands sujets, c'est exploitation, domination, rationalisation, légitimation, tous ces mots qui finissent en sion et qui sont tous des processus sociaux, mais aussi des processus culturels, dans le sens où ce sont des processus qui requièrent la production de signification. Et si c'est ce qui organise la vie sociale, c'est ce qui permet l'agrégation et l'organisation de la vie collective. La littérature sur ces processus n'a pas été synthétisée. Disons qu'il y a des littératures très séparées qui concernent chacun de ces processus-là. Alors, ce qu'on fait dans cet article-là, c'est de se dire, OK, si on analyse, disons, rationalisation et identification comme 2 grandes familles de processus culturels qui intéressent les sociologues, et ensuite qu'on réfléchit à des sous-processus qui font partie de ça. Par exemple, sous rationalisation,
On peut mettre évaluation et légitimation. Sous identification, on peut mettre stigmatisation et racialisation. Et on essaye de comprendre de façon systématique comment est-ce que, en se servant de la littérature secondaire, comment est-ce que ces processus-là évoluent plutôt. Alors, c'est un peu ce que je vais faire à la dernière des 4 lectures, et ça veut dire à ce moment-là que, si vous voulez, analytiquement, ce que je fais, c'est de voir, si on regarde les 5 dernières années ou les 10 dernières années, c'est de partir du cas spécifique de l'évaluation, le cas de l'évaluation par les pairs, et je suis en train de finir un livre qui est sur la stigmatisation et la racialisation aux États-Unis, au Brésil et en Israël, d'essayer de considérer comment est-ce que ces processus évoluent dans des contextes différents et d'essayer de faire une montée en généralité pour pouvoir créer vraiment une tentative d'essayer de monter en généralité et de pouvoir créer des propositions ou des observations sur le fonctionnement de ces mondes de manière à ce qu'on puisse atteindre un plus haut degré de généralité. Ou de se dire « what is it a case of ». Alors, la généralisation, ça ne veut pas nécessairement dire que ça doit s'appliquer à tous les cas, mais plutôt on veut comprendre ce que chaque cas nous permet d'analyser et qui peut s'appliquer ailleurs. Alors, j'arrête ici. Merci.